Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage à choix. On va voir un petit peu, on va se laisser porter par les énergies des cartes pour voir un petit peu ce qui a envie d'être dit pour vous. Ben, les messages à recevoir, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de thématique centrale autour de ce tirage. Justement, c'est l'oracle que je vais utiliser qui va un peu donner le thème, donner le ton, et vous laisserez guider par cette note-là éventuellement. Enfin, je ne vous montrerai pas les cartes. On va laisser de la place à l'intuition. Alors, je vais préparer tout ça et on se retrouve après. Voilà, les deux tasses sont préparées avec deux tarots différents pour plus tard. Enfin voilà, quand on fera chaque tirage, aller creuser directement. Je vous laisse choisir, suivre votre intuition du moment, là, quel spontanément, quel tas de cartes vous attire le plus, celui-ci, celui-là. On va dire le choix 1 pour démarrer, le choix 2 que je ferai dans un deuxième temps. Je vous laisse choisir et je commence tout de suite avec celles et ceux qui auront choisi ce premier choix. Alors, pour vous qui avez choisi principalement l'énergie de cette carte-là, de quoi on nous parle ? On nous parle du droit à l'erreur. Hein. On a le droit de se tromper. La fameuse faute d'orthographe, ou en tout cas la grande faute, les péchés, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Rappelons-nous là l'imagerie des crayons de l'école, etc., du tableau, enfin voilà, des erreurs soulignées en tout cas, me renvoie à l'idée de l'apprentissage et notamment à l'école, voilà ce côté, si on fait des exercices et si on fait à des moments des évaluations, qu'on va appeler des contrôles, ce n'est pas tant pour, justement j'aime moins cette notion de contrôle, contrôlante, mais plutôt d'évaluation, on vient évaluer de là où on en est, c'est justement le but des exercices, c'est justement le but de l'évaluation à la suite des exercices, c'est de faire le point de là où on en est d'un apprentissage. Il y a eu un apprentissage théorique qui a été donné initialement, qui a été enrichi, a priori au maximum assimilé par l'apprenti, par l'étudiant, et donc en faisant les exercices, il essaye de le mettre en application. C'est pas seulement le tout de prendre la leçon théorique, et ça dans nos vies, hein, on a des grandes thématiques dans ce que l'on vit, que ce soit des relations, des expériences à titre professionnel, familial, enfin de toute façon il y a toujours de la relation dans tout ça, mais dans tout ce que l'on vit, ou même des déceptions personnelles, des épreuves dans la vie ou autres, on pourrait venir se taper sur la tête à se dire j'aurais pas dû, j'aurais pas ceci, etc., j'aurais dû réagir autrement, etc. Mais dans l'idée de l'exercice, c'est le but de mettre en application l'apprentissage. Et s'il y a des endroits où on n'a pas appliquer, enfin tout de suite intégrer et appliquer la chose, mais ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas immédiat, sinon il n'y aurait pas ce sas d'exercice, d'expérimentation. Et là, c'est tout le but du vécu, c'est tout le but de vivre des expériences incarnées. Hein. Sinon, l'âme ne viendrait même pas s'incarner pour expérimenter tout cela. À ce compte-là, je veux dire, on n'a pas besoin de venir se frotter au principe de réalité, au principe de la matière et donc de la dualité pour comprendre un enseignement d'une substance de façon absolue dans le spirituel. Voilà, si je transpose ça à ce niveau-là, on vient les vivre dans la matière. Donc oui, forcément, on en passe par de la vie, c'est essais et erreurs, c'est on essaye, on expérimente, on apprend, on grandit dans son apprentissage et à un moment donné, l'évaluation n'est pas là pour contrôler et dire c'est bien, c'est mal, machin, t'as ceci, t'as cela, tu passes pas, mais juste pour dire où tu en es de cette leçon, de cet apprentissage, de cette expérience. Leçon, ça fait peut-être un peu grandiloquent, mais en tout cas de cette expérimentation, de cette thématique de vie, on fait le point. Ah, tu en es là, tu en es là, tu en es là. Ok, si tu en es là, ça veut juste dire que ça, tout ça là, c'est acquis, c'est assimilé. On n'a pas forcément besoin d'y revenir. C'est ancré en toi et a priori c'est solide. Par contre, cette partie-là n'est pas encore totalement suffisamment acquise à intégrer. Il y a encore des choses il y a encore des petites choses à souligner, à pointer, à faire un petit zoom dessus. Pourquoi pas pour souligner la faute, l'erreur en soi, ou ce n'est pas bien, pour souligner la marge d'apprentissage que l'on a encore, pour souligner, là, regarde, révise un peu ce sujet-là, va remettre de la conscience, de l'observation, de la lumière et ensuite de l'expérience, hein, c'est pas seulement mental, hein, refait l'exercice comme un athlète qui s'entraîne, c'est si il a filmé par exemple son entraînement, le tout c'est ou un match, c'est pas le tout de décortiquer les choses pour se taper sur la tête. Pourquoi est-ce qu'on va décortiquer à regarder ce qui a été fait, ce qui a été entre guillemets pas fait de façon optimale, etc., là où ça a coincé ou là où on aurait pu
pour pouvoir justement optimiser, améliorer, enrichir et que la prochaine fois, on grandisse de cela, on apprenne de tout cela et qu'on améliore la stratégie, qu'on améliore notre, même, je sais pas si c'est au niveau d'un sport, par exemple, notre posture, notre, peu importe le domaine, voilà, à chaque sport, à chaque détail, va avoir son apprentissage et sa zone de progression sur quelque chose d'assez précis. Donc voilà, vous transposez ça où vous voulez dans ce qui vous parle, dans ce qui est vivant pour vous, dans l'expérience que vous vivez. Voilà, moi je donne des exemples imagés, c'est symbolique, c'est tout ce que vous voulez, pour voilà, goûter quelque chose de général, et puis vous le mettez dans du concret hein, pour vous. Donc on a le droit d'expérimenter, même au-delà de dire tromper. Déjà, le mot, il est fort pour nous et il résonne comme jugement, il résonne comme enfermement. C'est dur. Et foutons-nous la paix, lâchons-nous la grappe sur le droit à l'expérimentation. Vivons, essayons. Et puis, évidemment qu'on n'a pas toute la connaissance sur tout. Évidemment qu'on ne connaît pas l'aboutissement de quelque chose avant de l'avoir démarré, avant de l'avoir expérimenté. C'est tout le but, c'est tout le jeu en fait. Hein. Est-ce que la peur d'avoir une idée trop fixe et de se tromper, enfin selon soi, de se tromper, d'avoir loupé l'objectif à atteindre, est-ce que cela veut dire que du coup, ad vitam aeternam, on ne vivra plus l'expérience ? On renie, on rejette en bloc l'idée même de venir se refrotter au principe d'expérience, de refaire des exercices, tout simplement parce qu'une fois, on s'est, selon nous, ou selon des autres, la société, tout ce qu'on veut, selon des critères, trompé. On n'a pas atteint l'objectif, l'état, ce qu'on aurait aimé goûter. Voilà. Si on s'en arrête là, c'est bien dommage. On arrête dans le fond. On a beau être vivant dans l'incarnation, mais on arrête de vivre au sens où on arrête d'être en accord avec ce principe de je suis venu vivre l'expérience humaine. C'est pour vivre des expériences. C'est pour vivre dans la matière, pour expérimenter des choses et grandir en cela. Alors je continue. On va aller voir avec le tarot de Marseille si ça nous pointe des choses plus précises. L'impératrice. L'impératrice. Quoi d'autre ? La lune. La reine lune, pardon. Donc on est avec la papesse en fait. La papesse, le monde. Là, ça vient me parler d'un côté très féminin. Hein, d'une part, l'impératrice, la papesse. Peut-être même, ça parlera à certaines personnes. Et là pour le coup, peut-être... là, je vais dire au côté mère, hein, notamment aux femmes, dans votre manière d'être maman, dans votre expérimentation de maman, ou éventuellement avec votre mère, là pour tout le monde. Mais je sens plus le côté et je vais ouvrir un petit peu plus à juste maternité, mais parentalité. On a voilà, c'est pareil, on n'apprend pas à être parent, on apprend en faisant, on apprend en étant, avec évidemment certains outils, certaines clés de boussole, d'autres personnes, le monde, la vie, le vécu des anciens, ou je sais pas, ou la littérature, tout ce que vous voulez, ou l'expérience, enfin bref, à un moment donné, il y a plein de sources d'informations qui peuvent nous guider sur un peu ce qui convient de faire, ce qui optimise des choses, ce qui est mieux, un peu moins bien, ce qui se trouve être délétère dans la manière d'accompagner d'être parent et d'accompagner donc des êtres en construction, des enfants, des ados, des êtres en devenir, enfin des êtres déjà existants, mais en tout cas des adultes en devenir. Et on n'a pas de mode d'emploi. À la fois, on peut avoir des petits modes d'emploi par-ci par-là, on choisit les nôtres, on se laisse inspirer par ce qui nous parle, ce qui nous touche, mais après, c'est par l'expérience. On fait, on réajuste, on réadapte, et on retente l'expérience, etc. Et voilà, la parentalité, ça ne se vit pas ça ne s'apprend pas ça ne s'apprend pas tout court, ça s'apprend en faisant. Je veux dire, ça s'apprend pas en amont plus que ça. Ça peut s'apprendre en partie avec des livres, oui, une certaine connaissance, une certaine transmission du transgénérationnel, du collectif, peut-être voilà, même d'être entouré, et puis le binôme parental, hein, là pour faire plus large. Mais il y a des choses où l'impératrice nous le dit aussi, hein, c'est un processus, ça se vit dans l'expérimentation. Voilà. Et tout le monde est différent à ce niveau-là. Il y a quelques clés qui sont peut-être universelles, qui pourraient... et puis, alors certaines complètement universelles, et d'autres qui vont être plus
du collectif un peu plus localisé culturellement, voilà, ça peut se passer un peu plus comme ça dans telle culture, dans telle zone géographique, et à d'autres endroits c'est un peu différent, etc. Dans nos manières d'être et nos sensibilités personnelles, ce qui fait de nous, ce qui fait nos sensibilités de personnes, d'adultes, du coup on va avoir à cœur des valeurs différentes selon les zones, et on va vouloir porter et transmettre cela aux enfants, aux enfants au-delà des enfants, je veux dire aux personnes que l'on touche et pour qui on peut être des personnes ressources enrichissantes. Ça ne veut pas forcément dire un ascendant sur quelqu'un, mais en tout cas être littéralement un parent ou un guide, mais en tout cas où on peut donner à voir par l'exemple en fait. D'ailleurs voilà, c'est ça la plus grande, enfin, à mon sens, une des plus grandes clés dans la parentalité, c'est pas dire aux enfants comment ils devraient être, mais c'est de l'incarner. Et ça, c'est bien valable, bien au-delà de la parentalité. Hein. Là, je pense à Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et bien ça, c'est encore plus fort, encore plus. C'est archi vrai dans le rapport avec les enfants et en particulier dans la parentalité. Tout en se disant qu'on a le droit à l'erreur. À un moment donné, c'est aussi ça notre humanité. C'est aussi ne pas faire parfait selon quels critères le monde, etc. Ou notre idéal à nous, hein, notre monde à nous, c'est-à-dire nos idéaux très élevés, de se dire c'est comme ceci, c'est comme cela, l'idéal d'accomplissement ou... vous voyez, le monde, c'est comme l'apogée de quelque chose. Donc, c'est notre apogée, notre vision de la parentalité, de la mère idéale que l'on voudrait être, ou le père idéal que l'on voudrait être, ou transposé. Hein, ça peut être, je sais pas, dans d'autres thèmes, et ce côté un peu d'être un parent, un bon parent, vous pouvez le sentir même dans d'autres situations, dans d'autres relations. Mais bon, je reste sur cet exemple-là, qui est le premier qui me vient et qui semble parlant. En plus, le tarot là que j'ai choisi pour ce groupe, mais du coup que vous avez choisi énergétiquement, c'est mon premier tarot. C'est un tarot qui est très, d'une certaine façon, enfantin, ou en tout cas avec des imageries, des traits et des appellations parfois beaucoup plus douce, candide d'une certaine façon. Donc c'est pas pour rien qu'on part sur le côté des enfants, le droit de se tromper, on est avec l'école, les crés, donc voilà tout cet univers et la parentalité, voilà avec ce côté Gaïa, le symbole vraiment vénusien de la femme, du coup de la mère là dans ces traits là qui ressort avec ces cartes là. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir en complément d'information avec ces cartes là? Alors, on a le conseil, on va dire, Alors, il y a deux choses. Il y a le côté transgénérationnel, l'arbre, l'enracinement. On nous parle beaucoup de l'arbre généalogique, de l'enracinement à d'où on vient, de notre culture, de notre bagage en positif, en négatif, j'ai envie de dire, mais de tout ce qui a fait qui l'on est devenu, et donc on est parents avec le bagage de comment on s'est construit, forcément, hein, la trace du passé, de la nôtre dans cette expérience vécue, plus le bagage, certains bagages du transgénérationnel qui n'auraient pas énergétiquement été résolus, dissous, observés et guéris, et sans même parler de la dimension, ça c'est la dimension la ligne du bagage de transmission dans le transgénérationnel, donc dans nos propres lignées familiales, d'un côté, de l'autre, qu'on transmet. Et même, il y a des lignées culturelles, hein, quand on habite dans tel pays, mine de rien, on a une sorte d'arbre généalogique avec l'énergie de cette nation, de ce territoire, etc., ou tout ce que vous voulez. Et également, dans l'idée des lignes, de ce qu'on se transmet, il y a aussi les nôtres, dans le sens si on y croit, des vies antérieures, du bagage karmique que l'on a, de tout ce qui, en effet, se revit, se redonne à goûter et à vivre dans cette incarnation-là, qui vient du passé du nôtre, ou du passé de nos anciens, de nos ancêtres. Donc il y a cette notion de l'arbre généalogique. Dans l'idée de tu as le droit de te tromper, voyez comment ça vous touche. Est-ce que c'est aussi vous avez le droit de vous tromper? C'est une parole qui est comme adressée à des ancêtres, ou à vous-même, ou à la vous du passé, dans cette incarnation, ou peut-être même à la vous du passé, ou le vous du passé dans des vies antérieures, peu importe. Mais est-ce que c'est vous qui vous sentez actuellement, qui a une invitation à aller essayer d'ouvrir plus d'espace du cœur notamment, de tolérance, de compassion, d'ouverture, de douceur, très dans cette énergie, et celle-là d'impératrice est particulièrement douce et enveloppante, je trouve, comme une maman bienveillante qui dirait à son enfant qui est pas bien de s'être trompé, de pas avoir réussi pas être arrivé
je sais pas, il a couru une course et puis il a pas eu la place qu'il voulait, la dictée, il a eu telle note, l'examen, il l'a eu, il l'a pas eu, ou alors il l'a eu mais il aurait aimé avoir une meilleure mention, enfin n'importe quoi, ou dans des choses plus ordinaires de la vie de tous les jours, l'enfant qui s'est trompé, enfin, qui est dans l'apprentissage et qui a pas réussi à transvaser les choses, etc. C'est cette énergie enveloppante de maman, combien même on n'est pas forcément à son maman, ou dans ce rôle en tout cas là de maman, vous le transposez dans vos vies, mais de dire tu as le droit de te tromper. On attend. Tu n'as pas à être parfait et parfaite. Tu as le droit. On a le droit à l'erreur. On a le droit de tâtonner, d'essayer. Et c'est déjà très bien. Et regarde aussi tout ce que tu as fait comme il faut dans l'évaluation. C'est pas le tout de pointer, de souligner en rouge les défauts, les choses qui n'ont pas été. Regarde toutes les lettres. Si on devait souligner en vert ou réécrire en vert toutes les lettres qui étaient correctement orthographiées, les mots correctement orthographiés, c'est juste pour donner une image. Mais voyez, ça rééquilibre les choses, voyons le tableau dans son ensemble. Tu as le droit de ne pas avoir tout intégré d'un coup. Tu as fait tout ça aussi très bien, correctement. Tu as donné ton maximum à tel endroit pour faire cela. Et voilà, et peut-être aussi même la parole, comment dire, soutenante de et moi je vois les progrès que tu as fait, je vois les efforts que tu as fait, même si tu as peut-être trébuché, même si oui il y a eu des erreurs et que ça a eu des conséquences même dommageables pour toi, pour le collectif, pour la lignée, peut-être même pour moi dans l'idée du bagage récupéré, mais c'est aussi de mettre de la clarté, de la compréhension et du coup de la douceur. Là, j'ai vraiment cette énergie très douce, hein, du quartz, pas mal de quartz rose. Je crois que c'est de la sélénite bleue aussi qui nous apporte aussi de la douceur, qui sont là. C'est pas pour rien, enfin, c'est pas prévu, mais c'est pas anodin, pour nous envelopper de cette douceur que l'on peut transmettre à une personne, même une personne qui est décédée de notre lignée, ou comme je disais, la nous du passé, et tu avais le droit, tu as le droit de te tromper. Tu as fait de ton mieux, tu as fait ton maximum. C'est comme l'idée de je sais plus quel psychanalyste, psychiatre, etc. Avait parlé je crois que c'est Lacan, mais je suis pas du tout sûre, de la notion de la bonne mère, voilà, de la mère parfaite, etc. Mais non, le but c'est d'être comment dire, une mère bonne, enfin une mère juste, du mieux qu'on faire de son mieux en fait. C'est pas la bonne mère au sens parfait. Cet idéal n'existe pas et il n'est même pas vraiment souhaitable de vouloir tendre. On se torture plus qu'autre chose à vouloir tendre à certains idéaux de perfection, tout domaine confondu. Là, sortons de l'enfance, de comment on s'est construit, de nos apprentissages, etc. Tendre à la perfection n'apporte pas... apporte de la frustration et de la déception et nourrit des attentes, donc forcément engendre d'autres choses, voilà, assez lourdes. Qu'est-ce qu'elle m'évoquait également, cette notion d'enracinement de l'arbre? Un conseil pour mieux vivre tout ça aussi, c'est tout simplement de s'ancrer, hein, d'être bien dans ses racines, mais aussi cette touche de légèreté avec cet instrument de musique, ces petits papillons comme lumineux qui s'envolent comme des lucioles de cet être, de cette musique, et c'est placé au niveau du cœur. Là c'est peut-être noir dans la tête, c'est peut-être assez noir aussi et sombre un peu dans les racines. Là il y a quelque chose d'un peu plus lumineux, d'un peu plus vivant qui s'active, mais surtout là avec cet instrument lumineux, c'est de là que ça rejaillit et qu'on peut ramener beaucoup d'apaisement en fait. Et on arrive à cette note, ce goût de plénitude que l'on peut atteindre nous-mêmes. Alors est-ce que pour certains ça parlera de la notion de pardon, ou en tout cas si on n'est pas au point de se dire le pardon, parce que moi je ne place pas le pardon du tout comme un objectif absolu à atteindre, pas du tout. C'est bon, ça apporte de la liberté, ça apporte beaucoup de choses, de l'apaisement en soi, mais c'est parfois complexe. Et par contre, on a toute une nuance de progression, c'est pareil. Donc, comme si le pardon, c'était « Ok, j'ai coché avec l'examen final, j'ai coché la case pardon. » Bah oui, mais non, on peut être en progression sur ce domaine-là, on peut avoir apporté beaucoup de douceur et d'apaisement, et donc le sujet est beaucoup moins à vif, blessant qu'il a pu l'être dans le passé, dans notre enfance, dans les écueils et en lien peut-être avec nos parents, nos propres parents, nos propres lignées, ou même nous-mêmes dans le passé, ou nous-mêmes dans les vies antérieures. Et il y a cette douceur, ce côté d'être soi-même le bon parent intérieur pour soi, et de s'envelopper et de se dire, voilà, tu as fait de ton mieux, tu as progressé, regarde comme tu grandis dans ce sujet, et tu t'en sens de mieux en mieux.
Et au niveau du transgénérationnel ou des autres, ou même des relations passées, etc., en fait, en libérant cela en nous, on libère l'autre. C'est là le côté des lignées et de dénouer les nœuds énergétiques des relations, du transgénérationnel, de plein de choses. On libère des choses et on peut arriver à ce moment d'accomplissement, de plus de plénitude, de plus de sérénité, où on se sent soit au centre de ses lauriers, de gloire, entre guillemets, mais en tout cas de son accomplissement personnel, où on se sent beaucoup plus nous-mêmes, beaucoup plus plein de plénitude, plus autant entravé par beaucoup de choses du passé. Et tout cela, dernier conseil, si on peut dire avec Poésis, ça peut passer, ça rejoint beaucoup l'énergie du monde d'une certaine façon, par le fait de mettre ses frontières, de la notion de ses barrières, ses frontières. C'est peut-être, il y a un côté d'ouvrir le cœur, etc. Mais ça passe aussi, on peut ouvrir beaucoup de compassion et de douceur pour les actes du passé, pour même pour ce que ce soit nous-mêmes en tant que parents, par rapport à comment on a pu fonctionner, ou que ce soit l'éducation qu'on a reçue et donc peut-être la manière d'être des parents, ça passe par cette ouverture de cœur, mais elle passe aussi par le fait de se mettre des barrières et se protéger et de dire ça t'appartient, ça m'appartient, le bagage de blessure qui vient du transgénérationnel, j'ai de la compassion pour l'être blessé que tu as été, je te dis que tu as le droit de te tromper, j'apporte beaucoup de douceur, de compassion et d'enveloppement à ce niveau-là, mais il n'empêche que moi, je n'ai plus envie de continuer à répéter, que ce bagage de ce schéma répétitif transgénérationnel, par exemple, continue à se répercuter sur moi, sur ma lignée et avoir de l'impact sur ma vie. Je ne suis pas d'accord avec cela, donc je fais ce qu'il faut pour moi, principalement en travaillant sur moi, en développant des scènes limites, des scènes barrières énergétiques, psychologiques, concrètes aussi, de dire là c'est oui, là c'est non, là c'est mon territoire, là ce n'est pas le tien. C'est aussi ça, c'est le même discours qu'on peut dire à son passé, c'est mon territoire, maintenant c'est au présent, c'est plus la question de s'embourber de ce que nous-mêmes on jugerait comme nos erreurs du passé, etc. Arrêtons de les transporter avec nous comme des valises. Là, avec la frontière et dans notre territoire, c'est de décider, hop, je remets à l'extérieur, je renvoie au passé les bagages du passé, je dissous, je renvoie et je dissous dans l'univers les mémoires, les bagages des ancêtres, de tout ce que vous voulez ou de vous-même, et on apaise en fait. C'est important, c'est vraiment vital de savoir se préserver, s'enraciner très puissamment et se préserver d'une certaine façon. Mais se préserver ne veut pas dire se replier du monde et ne plus être en interaction. On peut avoir un mouvement de très vastitude, très grande ouverture de cœur dans une nuance d'amour inconditionnel et absolu. L'amour inconditionnel en lui-même, la reliance inconditionnelle n'implique pas toujours l'accueil inconditionnel, d'accepter tout inconditionnellement, sans condition, de tout subir sans condition, soi-disant par amour inconditionnel. Non, c'est deux choses différentes. L'amour inconditionnel se joue sur une strate d'inconditionnalité, donc beaucoup plus subtile, qui ne se donne pas toujours à vivre dans la matière. Si dans la matière, la forme que prennent les choses sont délétères, sont abusives, ne respectent pas l'intégrité de qui l'on est, notre bulle, si notre bulle elle est malmenée par l'extérieur, combien même on est de la compassion, de l'amour et tout ce que l'on veut pour ces autres ou ces scènes ou ces situations ou nous-mêmes dans le passé qui ont cet impact sur la version de nous-mêmes maintenant, il y a une limite, une barrière à dire dans le concret. Là, c'est non. Non, je ne souhaite plus me nourrir des énergies de nostalgie, des énergies de penser au passé, des énergies de me blâmer pour les choses qui ont été faites. Je n'ai plus envie non plus de nourrir de la colère, de la rancœur, de ceci par rapport à la lignée, par rapport à quoi que ce soit. Le monde, la société, les autres, tout ce que vous voulez. Voilà ce que ça peut ouvrir comme espace. Là, j'ai besoin de bien ouvrir justement le plexus solaire et le chakra du cœur au passage pour ouvrir et libérer tout ça. Je m'arrête ici pour votre groupe, pour votre choix. J'espère que ça aura apporté ce que ça avait besoin de vivre, d'être capté, d'être entendu, d'être ressenti pour vous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.
Je passe maintenant à vous, ce deuxième groupe, vous qui avez fait ce choix-là, avec ce tarot qu'on va utiliser, toutes ces cartes-là. Alors, quelle est l'énergie principale avec l'oracle au petit bonheur sur laquelle on attire notre attention pour vous qui avez choisi ce groupe-là? On nous parle d'avoir le cœur cadenassé, un cœur en cage, quelque chose qui est verrouillé. Je sais pas pourquoi, moi, tout de suite, au-delà du cœur, ça monte tout de suite dans la gorge, à me dire aussi des choses qui sont bloquées dans la gorge, dans des non-dits. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge, peut-être sur un plan émotionnel, en tout cas, et peut-être même sentimental, parce que voilà, du coup, il y a ce cœur cadenassé, ce cœur verrouillé, mais ce cœur verrouillé cadenassé qui fait aussi que la voie, la gorge est verrouillée. Et c'est un peu une porte d'accès de libération, justement, cette voie, cette gorge. Donc, l'un engendre l'autre et l'un est lié à l'autre, hein, au-delà même de parler de chakra, mais je veux dire, il n'est pas que question d'un cœur brisé, et ça passe aussi par l'expression de soi. Donc je trouve que moi je sais pas, les sujets sont liés, me semblent liés là, assez spontanément. Pour vous, on va voir plus précisément avec le tarot. Alors tarot onirique, bon, la carte elle s'est retournée tout de suite. La tempérance, bon, il n'est pas surprenant, il est question d'une guérison, d'une douceur, d'un apaisement justement sur pourquoi on cadenasse un cœur, pourquoi un cœur se retrouve cadenassé, verrouillé, blindé derrière une armure, etc. Et parce qu'il a été blessé, parce que les parts protectrices en nous, que l'on peut nommer parfois égaux, mais moi j'aime les voir comme des protecteurs, des gardiens, des êtres des parts bienveillantes de nous en nous, qui nous protègent, qui protègent notamment notre sensible, notre cœur symboliquement, hein, au-delà de l'organe. Mais voilà, c'est cette énergie de protection, pensant bien faire pour nous préserver, pour préserver ce cœur blessé, fragilisé, etc. À ce moment-là, qui a besoin de paix, d'être protégé pour pouvoir se reconstruire, se régénérer, ou tout simplement arrêter d'en subir plus, de saigner plus, d'être plus blessé que ce qu'il n'est déjà. Pour se régénérer, il a besoin de la protection. Alors oui, après, ça fait que concrètement, ça, on peut le sentir comme une cage aussi, comme une armure qui nous étrique, quelque chose qui nous enferme. Et là, il y a un besoin évidemment d'apporter une forme de douceur, de libération, de guérison très profonde. Mais si le cœur à l'intérieur de la cage est guéri et de plus en plus réparé, la nécessité de protection des sortes de bodyguards internes de protection, ces parties bienveillantes de nous qui veulent nous préserver notre cœur, ils vont pouvoir un peu baisser leur garde, ou en tout cas s'ils sont peut-être habitués à être beaucoup sur la défensive et à blinder, verrouiller, il y a des parts de nous, des parts de sagesse qui vont pouvoir venir, et des parts aussi du cœur ou de l'enfant blessé à l'intérieur, qui vont pouvoir leur dire, regarde comme j'ai grandi, regarde comme j'ai guéri, à terme, peut-être que vous n'en êtes pas là, mais je vous parle du cheminement, regarde comme j'ai guéri et grandi, tu peux maintenant un peu baisser ta garde, je n'ai plus besoin d'être autant entourée d'armures, de douves, de gardiens, avec même des dragons et des crocodiles devant le château, etc. On peut calmer un peu le jeu, parce que je suis devenue un chevalier, une chevalière, un cavalier, une cavalière, tout ce que vous voulez. Bon, tout ça, ça fait très évidemment les contes, hein, prince-princesse, mais au-delà des clichés, c'est juste pour parler de cette image aussi du château fort, des dragons qui protègent à l'extérieur, et peut-être de l'image de l'enfant ou de la princesse un peu vulnérable, blessée, etc., l'être candide, qui a grandi et qui maintenant est devenue une personne qui est beaucoup plus capable de mettre sa limite, de se refrotter aux principes de la vie, et donc de l'autre, des expériences de la vie, des interactions dans la matière, et donc il peut se réouvrir un peu plus au monde. Il n'y a plus besoin d'avoir autant de barrières. En tout cas, c'est le cheminement que l'on peut souhaiter. Et pour ça, ça prend du temps. Ça prend le temps du pendu, de l'homme suspendu. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas sans rien. Déjà on dit que le temps, le temps suffit sa peine, quelque chose comme ça. Enfin bref, on dit il faut du temps. L'ingrédient temps dans tout processus de guérison, notamment les étapes du deuil, est indispensable. Ça se joue à des variantes différentes selon les personnes, évidemment, ou selon nous, à des moments de notre vie différents. On a plus ou moins besoin de temps pour guérir de certaines choses. Mais pour ma part, j'ai envie de dire, je trouve que le facteur temps est indispensable, mais n'est pas unique. On ne peut pas juste compter sur le temps pour faire couler des choses et passer à autre chose. Non, du temps, mais du temps aussi dans lequel on se répare, on s'accueille, on met à profit ce temps-là pour se réparer, se restaurer, se guérir. Sinon, compter que sur le temps, mais qu'à l'intérieur, le cœur, il est toujours aussi saignant, à l'image, je sais pas, même d'une intervention chirurgicale, juste laisser du temps si la blessure est toujours là,
il n'est pas dit, surtout si le corps est très blessé, il n'est pas dit que le corps de lui-même arrive totalement à s'auto-guérir, à se régénérer intégralement juste avec du temps. Des fois, il faut un peu plus que du temps, très souvent. Au moins, il faut apporter un environnement favorable, favorisant la guérison. Parce que juste du temps, mais si on reste dans une situation toxique, par exemple, même pour un corps, je veux dire, dans une situation d'hyperstimulation où le corps a été brûlé, c'est pas en restant du temps dans l'incendie qu'il va se réparer. Non, du temps d'accord pour guérir, mais du temps en dehors de l'incendie. Pour prendre une image, c'est un peu absurde, mais très littérale, hein, ça paraît évident. Pour moi, le temps ne suffit pas. Alors, on va voir un petit peu plus loin ce qu'on peut nous dire. L'impératrice. Ça fait un écho au tirage précédent, même si c'est différent. Mais là, il y a une énergie commune. C'est d'être la partie en nous, d'être le parent bienveillant pour nous-mêmes, d'être cette partie enveloppante et en même temps très solide. Vous voyez, cette impératrice-là, elle est présentée sous les traits, son corps. C'est le tronc d'un arbre. Là, on sent à la fois toute l'énergie yin de Vénus, du féminin, mais on sent toute la puissance et la robustesse de Gaïa, qui a de ses côtés fragiles et tout ce qu'on veut, mais qui a aussi toute sa puissance. Gaïa, c'est Gaïa, hein, la planète Terre. Oui, bien sûr, évidemment, la préserver tout ce qu'on veut, et oui, d'une certaine façon, beaucoup de choses fait du mal à l'écosystème et tout ça, mais nul doute que la Terre est bien puissante, hein, en dessous de tout ça. Hein. C'est pas pour donner un feu vert, du coup, à faire tout et n'importe quoi. Bien au contraire, parce qu'en fait, c'est à nous-mêmes qu'on en fait, hein, puisqu'on fait partie de cette... C'est ça, le biais, c'est de se croire séparé de la Terre, tout simplement, déjà. Mais bon, parenthèse refermée. Là, et là, c'est drôle, parce que je vous parle de se croire séparé, mais dans le fond, ça rejoint les images que je vous donnais aussi des parties différentes de nous, des multiples parts intérieures. Et là... c'est à la fois un biais de se croire qu'une seule entité, parce qu'en même temps, il y a tout un monde qui se joue à l'intérieur de nous. On est un écosystème, donc on peut voir ces personnages. On est le gardien, on est le dragon intérieur, on est le petit cœur blessé en même temps. On est la maman enveloppante qui va, Gaïa, avec son manteau de verre, de guérison, de protection et d'énergie du cœur, qui va envelopper l'être vulnérable à naître, qui vient de naître, et donc qui est fragile, quel que soit le moment de notre vie, mais en tout cas... on peut avoir ce côté blessé, vulnérable comme un nouveau-né, parce que là, le nouveau-né est fragile et il faut le protéger, il faut le préserver. Et ça peut être une part de nous, dans un moment donné, dans une situation donnée qui a été blessante et qui nous propulse dans un état de vulnérabilité de nouveau-né. Donc ça, c'est être toutes ces parties-là de nous-mêmes, tout en voyant ça comme une sorte de jeu, de danse intérieure. En tout cas, moi, j'aime bien le voir comme ça. À la fois très réel, très palpable, et en même temps de ne pas se prendre au piège de la séparation totale, du coup, et j'ai envie de dire presque de basculer dans quelque chose d'un peu schizophrénique, même si je veux pas jouer sur les mots et utiliser des mots de ce qui est des vraies maladies, avec des vrais diagnostics et réalité très tangible. Je veux pas vulgariser et détourner ce mot-là, mais dans le côté schizophrénie, de vraiment... de dédoublement, de squeeze, de quelque chose de fissures qui sont faits entre ces parts de nous, et du coup il y a un côté où on a oublié qu'on est un seul être et que ce sont des parts de nous-mêmes qui se jouent à l'intérieur de nous, mais on les vit vraiment comme des entités clairement séparées, et donc voilà, il y a ce fossé qui se crée là. Donc ne pas être dans ce côté complètement de séparation et en même temps pas non plus de totale fusion où on se rend même plus compte qu'à l'intérieur de nous il y a plusieurs parts qui crient, qui parlent, et il y a des parts qui peuvent être des parents bienveillants, il y a des parts qui sont peut-être l'enfant blessé, il y a des parts qui sont le guérisseur à l'intérieur de nous, et on a accès à tout ça. C'est ça nos ressources intérieures. Bien sûr qu'on peut aller trouver de la guérison avec un thérapeute extérieur, bien sûr qu'on peut aller trouver du réconfort, du soutien, de l'enracinement, une forme de, d'être nourri par quelque chose, des enseignements, de la douceur, de la compassion, tout ce que vous voulez, par des êtres extérieurs, féminins ou masculins, peu importe. Tout ça se joue à l'extérieur, mais tout ça se joue à l'intérieur aussi. N'oubliez pas que vous avez des grandes ressources personnelles et intérieures. Si vous vous donnez l'espace et la vastitude pour aller les entendre et les accueillir, ça, c'est sûr que de prime abord, on ne les ressent pas, on ne les entend pas. Mais là, il y a plein d'approches méditatives ou des démarches thérapeutiques qui peuvent se faire accompagner ou seules, selon le degré de profondeur, j'ai envie de dire, où on a besoin d'aller connecter en soi, et le nombre de voix à l'intérieur qui parlent à l'intérieur de nous et qui ont des choses à s'exprimer. Enfin voilà, c'est pas forcément facile et fluide de le faire, mais donc il y a des outils, il y a des personnes qui peuvent faciliter ces choses-là, et donc n'hésitons pas à aller vers cela.
On avait aussi l'énergie de l'empereur. Pour moi, ça complète le binôme de... On n'a pas qu'une mère intérieure, on a aussi le père intérieur. On a le binôme parental intérieur qui peut apporter de la sécurité, de structuration, de stabilité, dans la matière, et aussi de la sécurité émotionnelle que peut apporter l'impératrice. On peut avoir à la fois le rond, la douceur, l'enveloppant, et le dur, le carré, le structurant qui permet de se sentir contenu. C'est vital à un moment donné. Ça n'est bien sûr qu'on peut le vivre des fois en souffrance, ce côté du coup quel que soit le parent, trop étouffant, trop enveloppant, ou au contraire trop autoritaire, trop limitant, etc. Mais on en a aussi besoin, c'est le juste milieu. Et là, au-delà de partir dans l'éducation concrète, la nôtre qu'on a reçue, ou celle que l'on peut donner à ses enfants, ou dans du vécu des lignées, etc. Là, on parle, je le ramène plus, dans votre tirage, c'est plus une question de processus intérieur. Donc là, c'est se rappeler qu'on a à l'intérieur de nous, on peut être pour nous-mêmes, et par nous-mêmes, les parents bienveillants, la mère bienveillante, l'archétype de la mère bienveillante. C'est pas la question de la mère que l'on a eue, c'est pas la question de la mère que l'on est, et c'est pas non plus totalement la question de la mère fantasmée, idéalisée que l'on aurait aimé être ou aimé avoir. Non, ça c'est un principe archétypal en fait en nous, auquel on peut se relier, on peut se connecter pour comme prendre cette force, cette énergie, comme cette Gaïa là, ce personnage peut nous inspirer à être un peu comme elle et à se le faire pour nous, voilà, de prendre soin de ces choses-là, ou comme cet empereur, de mettre des barrières et des noms peut-être à l'extérieur ou à certains comportements à l'intérieur de nous, on dit on va structurer les choses, là on va poser un cadre très concret, etc., etc., qui peut être un cadre thérapeutique d'ailleurs. Ces parents intérieurs peuvent amener à dire, là, j'apporte ce que je m'apporte à moi-même, et à un moment donné, il est question d'aller aussi se faire co-accompagner entre le développement en soi, de soi, la guérison en soi, et l'accompagnement extérieur qui peut être donné à vivre, à être apprécié, appréciable et complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec les cartes ? Là, on a la carte de la grâce qui vient avec cette étoile. Drôle. Alors, c'est trop drôle parce que sur les deux tirages, enfin non, c'était sur un tirage précédent, pardon. L'énergie du 3 qui m'a renvoyé à l'impératrice qui était là. Même, je le répète, je le fais pas tout le temps, l'analogie entre la numérologie dans les oracles et faire des passerelles avec la structure numérique du tarot de Marseille. Parfois ça a son sens, parfois pas, mais en tout cas là ça rejoint le côté enveloppant, mère bienveillante, soyez une énergie de Gaïa pour vous-même, pour ce cœur qui n'aura peut-être plus besoin d'être autant en cage. C'est comme l'empereur, on peut voir cette chape, ce côté gardien dont je vous parlais, c'est pas pour dire que c'est le parent intérieur qui fait ça, mais cette énergie d'empereur, c'est peut-être elle qui met le verrou et qui fait le gardien et qui veut pas laisser encore ouvrir la cage, ne serait-ce que la cage de l'intérieur. Mais si à l'intérieur, l'être fragile, il a suffisamment grandi et qui va pouvoir parler à ce gardien intérieur ou ce père intérieur qui met ses limites pour protéger de l'extérieur notamment, c'est une des fonctions archétypale du père dans le symbole, il va pouvoir lui montrer en tout cas, dit fais-moi confiance, je suis grand, je suis adolescente qui a grandi, qui n'est plus ce petit être qui a autant besoin de protection, est-ce que tu peux ouvrir, agrandir ta limite de protection dont j'ai peut-être encore besoin pour certaines choses, mais de l'ouvrir un petit peu de sorte à ce que je me déploie un peu plus parce que j'ai grandi, je suis guérie, j'ai envie, j'ai besoin de retourner me frotter au monde, enfin à l'univers, au cosmos même. Voilà, j'ai suffisamment grandi et réparé ces parts-là, et comme si je pouvais renvoyer cette étoile à l'univers. C'est bizarre, j'ai l'image, vous savez, de ces moments... ces petits films qu'on peut voir quand des soigneurs ont pris soin d'un animal blessé, etc., que pendant un certain temps, ils ont vécu en captivité, des animaux qui étaient à la base à l'état sauvage, mais qui ont été en captivité pour être soignés, guéris, etc., etc., et que ce moment où des fois on filme, le moment où on remet en liberté un animal qui a été pendant un temps soigné et captif, dans cette image-là. Et là, vraiment, c'est pas du tout ce à quoi m'invite d'habitude cette carte-là et l'idée de la grâce, mais il y a c'est peut-être ce moment de grâce en effet, mais là, ce personnage, j'ai l'impression qu'il restitue, il renvoie à l'univers, mais enfin, c'est une part de lui-même, mais il se libère de lui-même parce qu'il a pris le temps de restaurer
là, et du coup, cette étoile, elle peut se reconstituer, elle s'est suffisamment reconstituée, et il peut la lâcher. Là, l'idée du père symbolique en nous-mêmes, qui amène la restriction, la limite, il peut nous lâcher la grappe et même nous lâcher la main, hein, c'est peut-être plus joli, dans l'idée de je ne te lâche pas totalement la main, dans le sens de je serai là, je serai une base, je suis sécure, s'il y a besoin, je peux revenir dans ma fonction de protection et je ressors le bouclier s'il y en a besoin, mais d'un autre côté, je dépose un peu les armes, j'arrête de t'enfermer dans ta tour d'ivoire par exemple, ou dans ta tour de Babel, peu importe en fait les images, hein, on peut calmer ça parce que on le voit, cette étoile, elle s'est suffisamment reconstituée à terme. Ou en tout cas, si vous n'y êtes pas encore, c'est l'invitation à ce processus de reconstitution des parts de nous-mêmes. Là, ça m'envoie beaucoup là-dessus. Ça peut vous parler en termes de pratiques, d'approches, ça peut parler des constellations familiales, ça peut parler des pratiques de recouvrement d'âme. Le côté étoile aussi me fait penser à tout ce qui va être de l'ordre des thérapies avec des états modifiés de conscience. Donc ça me renvoie, alors ça peut parler tout simplement de méditation et du travail sur les rêves, hein, qu'on fait de soi à soi, mais ça peut nous parler aussi de MDR, de FT. Je ne connais pas tout, mais il y aura plein d'approches qui vont nous faire des liens entre l'inconscient, le conscient, entre l'émotionnel et du coup le rationnel, qui va permettre de prendre conscience de quelque chose et du coup de l'accueillir, parce que on ne peut réparer, on ne peut guérir, on ne peut travailler sur une thématique que si on en a conscience au sens littéral, que si on met de la voir, c'est une image là pour le coup, que si on la voit, on ne peut pas soigner une blessure que l'on ne voit pas à l'intérieur de nous. Si on en a, c'est ça le déni, le voile, une forme de voile d'illusion, faut pas se taper sur la tête pour ça, mais c'est ça, tant qu'on ne voit pas quelque chose, combien même l'extérieur ou plein de choses de la vie tendent à vouloir nous pointer du doigt, regarde ce dossier, regarde ça, si nous on n'en a pas conscience, on ne peut pas le guérir. On ne peut guérir que de quelque chose dont on a conscience. Donc déjà, voilà, on a vu, on a commencé à prendre conscience. Ensuite, on travaille dessus, on met de la conscientisation du processus de compréhension, peut-être avec la tête, thérapeute ou pas, mais en tout cas avec une forme de mental. Et après, à un moment donné, pour moi, ça ne suffit pas. On fait passer ça aussi dans le laboratoire, dans la moulinette, on va dire, expérimentale d'une pratique de soins, en tout cas, quelle qu'elle soit la forme. Mais on n'est pas seulement dans l'observation et l'analyse par le mental des blessures du passé, de ceci, de cela. Après, c'est l'opération alchimique qui fait que l'on transforme les choses. La transmutation du plomb en or, c'est pas seulement j'ai lu la théorie sur ceci, cela, c'est quoi du plomb, c'est quoi de l'or, je connais les étapes théoriques de la transmutation. Dans la démarche alchimique, à un moment donné, qu'elle soit littérale, d'une vraie manipulation des métaux, des matériaux, ou que ce soit l'image symbolique intérieur, du travail intérieur en nous, de ce travail alchimique intérieur, de transmutation du plomb, donc des scories, des choses qui sont blessées, qui sont lourdes, ou en tout cas les restes, les mémoires du passé en un matériau plus noble et plus pur, plus épuré de tout cela, qui est l'or, c'est ce processus en nous de guérison et de transmutation. Et le mot transmutation invite à une action très concrète. Il n'est pas question que de réceptacle et de compréhension. Il est question de transmuter ça se fait. Ça se crée, ça s'opère, voilà, et c'est pour ça qu'on parle de quelque chose d'opératoire, voilà, à un moment donné, c'est les étapes opératoires, voilà, on opère des changements concrets dans la matière, dans un espace-temps, ou toujours avec qu'on avait tout à l'heure, non il est plus là, du pendu, de l'homme suspendu, où on s'offre cet espace-temps, mais il n'est pas que passif cet espace-temps, dans lequel il va être constructif, dans lequel on va opérer des choses, et notamment, une reconnexion à soi-même, et du coup peut-être que l'espoir revient, la connexion à plus grand que soi, peut-être là si ça vous parle, je sais pas, vos guides, votre bonne étoile, le côté relié, l'énergie, enfin comment dire, les enseignements, les clés de compréhension de l'astrologie peuvent vous aider éventuellement, et d'autres, hein, voilà tout ce que peut vous évoquer, et puis bien sûr la spiritualité, la religion, quelle que soit votre religion, votre approche, ou même si elle n'est pas religieuse, justement j'ai même envie de dire, votre foi, votre reliance à plus grand que soi, à la vie, à quelque chose qui est plus vaste, qui pourra aider. Et là, cette dernière carte avec poésie, elle souligne quoi? Bondir. Elle souligne le côté de l'action, je trouve. Oui, on a parlé avec le pendu et avec tout ça, de la réceptivité, de s'offrir le vase, le réceptacle pour pouvoir opérer à la guérison. Mais il y a le côté bondissant où il faut impulser des choses, il faut enclencher des actions, il faut
prenez pas ça comme une injonction, mais il faut dans le sens où ça ne se fera pas tout seul. L'opération ne va pas se faire par, comme on dit, l'opération du Saint-Esprit, je ne sais pas quoi. Dans le sens que ça se fait pas de façon non plus magique, si on prend dans un sens un peu connoté, dans l'idée de magique, dans le sens de ça se ferait tout seul. Parce que bon, la magie pour moi c'est bien autre chose et c'est loin de se faire tout seul. La magie c'est de l'alchimie, hein, c'est de l'âme qui agit, donc c'est opératoire. C'est pas, ça se fait pas tout seul comme les expressions populaires peuvent venir dire ça se fait par magie ou par enchantement ou par je ne sais pas quoi, comme si ça se faisait malgré nous, sans nous et en dehors de tout, enfin, de toute volonté ou de toute chose que l'on aurait fait de nous, de notre part. Non, là, Bondir nous dit, c'est ta part à toi, c'est toi, prends en main, prends en charge, accapare-toi de ta guérison. Tu as la clé de l'intérieur. Peut-être pas là tout de suite, mais en prenant les clés de l'intérieur pour guérir ce cœur blessé, cadenassé, enfermé, tu pourras le réparer, faire en sorte de le restaurer suffisamment qu'il pourra ensuite sortir de cette cage en allant frapper à la porte et en disant au gardien est-ce que tu veux bien réouvrir parce que maintenant c'est bon, je peux sortir. Et je dis bien ce gardien, il est à l'intérieur de nous, c'est nous-mêmes. Hein. C'est souvent, il parle de, c'est notre ego, notre mental qui est protecteur, qui a verrouillé, qui se méfie des autres, du passé. Non, parce que j'ai déjà vécu ça dans le passé, parce que ceci, parce que cela. Donc voilà, on peut apporter cette note, cette touche de libération, de guérison, mais en passant par un moment des mises en mouvement, des mises en action au rythme adapté, doux, lent, un petit pas à la fois, chaque jour... un jour à la fois, quoi, je viens de dire. Mais il y a quand même un moteur, il y a quelque chose il y a un mouvement à enclencher, à laisser circuler, voilà, en vous et parmi les parts en vous et ensuite avec l'extérieur. Et cette danse, elle serait introduite de plus en plus. Cette étoile reprend sa place dans le multiple, dans le cosmos, dans tout cela. Elle n'a plus besoin d'être préservée comme l'animal en captivité, séparé des autres animaux de son espèce ou séparé même de son environnement dans lequel il est intégré habituellement. Il va pouvoir, il est suffisamment fort pour ensuite revenir à la liberté, à un état de liberté et donc de liberté dans le sens aussi de retrouver les interactions habituelles, pas habituelles, mais les occasions de vie en fait, les occasions de vie, d'interaction, de relation, tout cela, sans pour autant être encore en train de souffrir et d'avoir peur de souffrir, surtout parce que dans le passé, certaines situations se sont déroulées comme ceci ou comme cela et qu'on a peur de la boucle répétitive que ça va se reproduire, du coup on se protège. Là, si vous voulez sortir de ça et vous libérer, eh bien il faut en passer par ce sas de prise de conscience, de compréhension et de guérison opératoire où on fait des choses pour sa propre guérison et ensuite eh bien, on est suffisamment guéri, l'animal il peut sortir de la cage et être remis, il n'est plus en captivité, il peut être remis en liberté. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage pour vous. J'espère qu'il aura pu vous apporter certaines choses, que ce soit des mots, des images, un petit conseil, quelque chose qui vous parle dans son ensemble, que ce soit très subtil, symbolique, énergétique, on va dire, ou très concret dans une situation précise, dans un aspect de votre vie, sur un dossier, j'ai envie de dire, sur un thème, ou que l'idée des multiples parts intérieures vous parle. Vous pouvez chercher aussi sur internet, il y aura beaucoup de choses qui vont nous parler de façon différente, mais il y a plein d'approches qui vont parler dans des mots, chacun ses mots, chacun sa théorie et sa méthodologie, sa manière de structurer les choses, mais de ce côté de toutes ces parts à l'intérieur de nous, quoi, qui vivent, ne serait-ce que nos émotions. D'ailleurs, les films d'animation qui pointent sur les émotions, pas que, il y a des oracles pour les enfants, il y a plein d'approches qui vont nous pointer, la communication non violente vient bien nous montrer un panel des besoins et des émotions et des stratégies et de tout cela, et on met de la connaissance, de la compréhension sur tout ça, et tout ça on le vit à l'intérieur de nous. On a ce panel d'émotions, on a ce panel de fonctionnement à l'intérieur de nous. Voilà, écoutez, allez chercher vos ressources. On parle beaucoup des ressources, notamment des ressources intérieures, mais n'hésitez pas à aller les chercher à l'extérieur aussi, avec cette énergie de guide, un peu de Sagittaire, de tempérance, du guérisseur, un peu Chiron aussi, le guérisseur à l'extérieur, mais sans oublier qu'on a aussi ce guérisseur à l'intérieur de nous. Voilà, je vous laisse là pour cette guidance. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.